Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le bilan lecture du mois de novembre. Et à chaque bilan, en fait, je comptabilise ce que j'ai lu, le nombre de mangas que j'ai lu et le nombre de mangas que j'ai acheté aussi en parallèle. Et bah ouais, il y a un certain déséquilibre malheureusement. Il va falloir que je remédie clairement à ça. Bon, je compte sur le mois de décembre qui avait l'air d'être un mois où j'avais moins de mangas qui m'intéressaient pour pallier un peu à ça. Mais en même temps, il y a Noël, donc on ne sait pas ce qui peut m'attendre sous le sapin. Bref. On va commencer tout de suite ce bilan lecture, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai lu et je vous donne surtout mon avis. Et on commence avec un manga, c'était le manga que vous avez voté pour que je le lise parmi toute une sélection dans cette vidéo-ci. Et donc c'est Humanimals. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes que j'avais d'Humanimals. Et je vous donne mon avis. Eh ben, Humanimals, j'ai commencé par le tome 1 et franchement ce tome 1 c'était 100% action, 100% survie. D'ailleurs ça laissait peu de place, peu d'indices à comprendre ce qui se passait réellement, pourquoi les animaux ont d'un coup pris un visage humain. Donc au départ j'étais un peu perplexe, j'ai eu du mal d'ailleurs à rentrer dedans dans ce premier tome. Beaucoup d'action pourtant, hein, et j'aime bien quand il y a de l'action, mais là j'avais besoin d'un peu plus de matière pour comprendre où on allait. Et à la fin de ce tome-ci, on commence enfin à comprendre où on va, on commence à voir qu'il y a un antagoniste et où ça va nous mener. Puis j'ai lu le tome 2 et j'ai bien accroché au tome 2. En fait, j'ai trouvé que l'auteur arrivait vraiment à faire de ces animaux tueurs des animaux intelligents. En fait, il exploite le côté animal, mais aussi le côté intelligence de l'être humain. Mêler les deux fait qu'on a un animal tueur vraiment exceptionnel et qui mène à des scènes assez intéressantes et très logiques. En plus de ça, le manga aborde aussi un thème et c'est la maltraitance animale. Alors certes, c'est peut-être pas aussi subtil que Starving Anonymous, mais c'est déjà un thème abordé qui est plutôt en corrélation avec le manga, et ça c'est bien. Et puis je suis passé au tome 3, et le tome 3 commençait de manière très bien. On en sait un peu plus sur qui dirige tout ça, comment ça se passe, pourquoi. Et puis d'un coup, il y a eu un truc qui m'a refroidi. Et là, c'est pas spécifique à l'histoire, enfin, c'est spécifique à moi. Il y a des choses que j'aime dans tout ce qui est surnaturel, surréaliste, et il y a des choses que je n'aime pas ou, je sais pas, j'adhère pas à ce truc-là, et à chaque fois, ça me coupe. Et ben malheureusement, il y a un de ces éléments là-dedans. Et parce que l'auteur exploite les Humanimals, les animaux avec des visages d'êtres humains, mais exploite aussi un peu l'inverse. Ce que j'aime pas dans ces métamorphoses, en fait, c'est que du coup, on en perd le côté faiblesse et défaut de l'être humain. Moi, ce que j'aime, et c'est aussi ça que j'aime justement dans les films d'horreur, c'est que souvent, on voit l'être humain tel qu'il est. Et ça, j'aime bien parce que ça nous permet aussi, nous, de nous identifier. On n'est pas parfait. Et ce genre de choses, j'aime bien. Et du coup, quand il y a des métamorphoses, ça casse un peu le truc. Et là, on voit bien, ces humains qui se transforment en animaux deviennent surpuissants. Et ça, moi, ça me sort un peu du récit parce que j'aime pas ce genre de choses. Mais pourtant, à la fin de ce tome 3, il y avait une belle séquence émotion. Et du coup, après cette séquence émotion, forcément, j'ai un peu plus apprécié ce que je venais de lire. Après 3 tomes, je dois vous dire que je suis mitigé. Je suis mitigé parce que premier tome, je l'ai trouvé moyen. Le deuxième tome était très bien. Le troisième avait un bon départ, mais il y a un aspect qui est spécifique à moi que j'aime pas. Et pourtant, à la fin, on a le droit à une belle séquence émotion. Donc, je vais voir ce que va donner le tome 4. Et je pense que je vois bien de toute façon, le tome 3 enclenche quelque chose. Donc, si cette chose que je n'aime pas est trop présente dans le tome 4, je pense que j'abandonnerai la série. C'est bête, hein, mais il y a des fois, il y a des choses que vous aimez pas, vous pouvez pas aller contre. On poursuit avec un ovni, et rien que sa jaquette, ça vous met directement dans l'ambiance, c'est Shibatarian. Donc Shibatarian, ça nous raconte l'histoire de Saito, un jeune garçon qui va rencontrer en fait une tête enterrée, qui n'est rien d'autre que un enfant enterré, et la tête qui dépasse Shibata. Tous deux, ils vont se lier d'amitié et vont décider, en fait, de faire un film pour le festival du lycée. Sauf que voilà, en fait, personne n'a l'air vraiment de savoir qui est Shibata. Et le temps va passer, et
bizarrement, Sato va recroiser Shibata et celui-ci va dire que ça y est, il a réalisé son film. Malheureusement pour Sato, c'est un film d'horreur. Le souci, c'est qu'il est le protagonisme du film d'horreur. Ça, c'est pas de chance. Donc dans Shibatarian, franchement, c'était un excellent manga. J'ai trouvé ça très addictif. En fait, le côté cinéma, puisque ça part un peu de cinéma, comme je vous l'ai dit dans le synopsis, c'est aussi dans le découpage. Le mangaka doit aimer le cinéma, on voit bien qu'il y a des découpages très cinématographiques et c'est très plaisant à lire et à regarder. Autre point que j'ai bien aimé dans Shibatarian, c'est le dessin. Alors le dessin de Shibata, il me paraît très simpliste et pourtant cette simplicité arrive parfois à nous déranger. Ça donne surtout un air inquiétant au personnage et c'est ce qui le rend aussi très jouissif. Une fois de plus dans ce manga, c'est un récit très dynamique et il ne manquera pas de surprendre par son inventivité. Clairement, on peut s'attendre à plein de choses et pourtant dans ce manga, l'auteur arrive toujours à nous surprendre. Et Shibatarian, c'est aussi mon premier coup de cœur. J'ai passé vraiment un excellent moment sur Shibatarian. C'était vraiment une lecture très fluide, dynamique, originale, même parfois surprenante. J'attends énormément la suite parce que on nous laisse vraiment dans un moment un peu insoutenable. Deuxième coup de cœur de cette vidéo, Jalouse, le volume 2. J'avais énormément aimé le volume 1, et le volume 2, j'ai adoré aussi. Batan nous entraîne dans les méandres de cette relation entre sœurs qui est très compliquée et c'est via les flashbacks qu'on comprend pourquoi. Alors on va encore un peu plus loin dans les comportements inappropriés et malgré que le récit pourrait paraître simpliste, c'est finalement la façon dont l'histoire nous est racontée avec une ambiance très mélancolique et un récit vraiment très bien écrit qu'on est embarqué dans cette histoire. C'est à la fois très réaliste, on pourrait vraiment se dire qu'on aurait réagi de la même façon que ces deux sœurs. C'est très addictif, c'est même parfois sexy dans ce deuxième tome, mais surtout c'est très très bien raconté et vraiment très très joli. Jalouse volume 2, ça fait partie de mes coups de cœur. Une petite pincée d'humour avec Showa Toten. Donc j'ai lu les 2 premiers volumes. Et c'est l'histoire de 2 jeunes garçons en fait qui vont se mettre ensemble pour créer un duo comique au Japon. Bien sûr, ils vont devoir faire toutes les étapes nécessaires pour être connus. Donc des concours, du moins en tout cas dans ces 2 premiers tomes. Comme d'habitude avec au dessin Takeshi Obata, c'est toujours vraiment une réussite au niveau du graphisme. On a vraiment des personnages qui sont actuels, au niveau du style, du design, ils sont vraiment très très cool. Il n'y a rien à dire là-dessus, le Takeshi Obata arrive toujours à insuffler de nouveaux personnages sans qu'ils ressemblent à ses œuvres précédentes. En lisant ce manga, j'ai quand même une grosse impression de déjà vu, c'est-à-dire que j'ai l'impression de retrouver un peu l'esprit Bakuman, mais oui, de jeunes garçons qui voulaient créer un manga, qui devaient du coup réussir à être publié dans un magazine de publication, après à faire en sorte que leur histoire tienne et on recommence et puis on repart. Bref, là c'est un peu la même chose en fait. 2 jeunes garçons qui veulent faire un duo comique, mais pour ça il faut s'entraîner, il faut réussir des concours, il faut se faire connaître. Et j'aime bien l'ambiance, j'avais adoré Bakuman, et j'aime bien cette ambiance qui est très similaire du coup dans Showa Shoten. On retrouve du coup comment fonctionnent cette fois-ci les duos comiques au Japon, et ça reste toujours très intéressant puisque c'est une typologie de manga que j'aime bien. Le bon point encore, c'est ces 2 héros que je trouve très attachants. Et même d'ailleurs, tous les personnages qui gravitent autour d'eux, très très attachants. Takeshi Obata arrive toujours à mettre un maximum de texte dans ses planches. Alors je me souviens que dans Death Note, c'était parfois imbuvable, mais après je pense qu'il a réussi à trouver le juste milieu. Et encore une fois, ici, on a du coup beaucoup de texte, mais ça reste sans souffrance pour le lecteur. On arrive vraiment à passer un bon moment sans vraiment être abrogé de trop d'informations. Le point négatif pour moi dans ce manga, c'est, et je l'avais dit d'ailleurs quand je l'avais acheté, on est sur un manga d'humour, un duo comique japonais. Et malheureusement, moi ça me fait pas rire. Je suis désolé, je comprends pas parfois les blagues, ça me fait pas rire. Alors certes, c'est un humour très japonais, mais je pense que l'adaptation quand même essaie de faire en sorte que nous aussi on comprenne et qu'il y a un brin d'humour qui s'en dégage. Les blagues que les personnages font, j'y adhère pas, ça me fait pas rire. Alors que l'humour
dans l'histoire, par contre, là, ça passe bien. Donc mon verdict, eh ben, c'est que malgré tout, même si leur humour, l'humour des deux personnages, ce qu'ils essaient de mettre en scène, leur sketch, voilà, ça ne me fait pas rire, et ben je passe quand même un très bon moment en fait à lire ce manga. J'aime vraiment bien la vibe Bakuman, cet esprit de compète, réussir à donner le meilleur de soi-même pour réussir à devenir les meilleurs comiques, comme c'était devenir les meilleurs mangaka. Cette ambiance qu'on retrouve dans ce manga, et ben je l'aime bien. Les personnages, du coup je vous l'ai dit, je les aime bien, donc ça fait vraiment un ensemble qui remporte la mise sur le côté pas drôle de leur sketch. Et on continue avec Tokyo Survivors, le tome 2. Donc j'avais bien aimé ce premier tome, ou même si j'avais un peu l'impression que les personnages étaient un peu plus en vacances qu'en mode survie, parce que ça nous raconte l'histoire, en fait, de 4 étudiants qui vont se retrouver tout seuls au Japon, ou du moins tout seuls à Tokyo. D'un coup, par magie, on ne sait pas comment, tout le monde a disparu, sauf eux, et ils vont devoir survivre. Donc premier tome, c'était un peu les vacances, mais je trouvais ça réaliste, parce que à partir du moment où demain, il n'y a plus personne, t'as plus de règles, plus ces règles de société, bah tu te laisses un peu aller au début. Sauf que bah voilà, arrive ce tome 2 et là, le tome 1 le laissait vraiment présager, c'est qu'ils sont maintenant dans le dur, clairement. Ça y est, tout commence vraiment à s'intensifier, forcément, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de vie humaine pour faire tout tourner, eh ben, il y a des conséquences à cela, et nos personnages vont le payer. Alors, j'avais dit dans ma première critique du tome 1 que je trouvais que les personnages étaient caricaturaux. Finalement, dans ce tome 2, on entrevoit des personnages un peu moins caricaturaux, justement, comme le personnage de Ayaka et Yasushi, qui finalement, d'ailleurs, sont les personnages presque principaux de ce second tome. On apprend vraiment à les connaître, et du coup, bah, on s'attache un peu plus, et finalement, ils vont vraiment au-delà de ce que je pensais qu'ils étaient caricaturaux. Donc, dans ce second tome, on en apprend plus sur ces deux personnages, mais surtout, on a un beau retournement de situation qui était très, très inattendu, et j'ai bien apprécié ce moment-là. Donc, au global, pour ce second tome, eh ben, j'apprécie toujours cette histoire. Je trouve qu'il y a vraiment un côté très réaliste sur la façon dont vivent cette solitude de ces 4 étudiants. Je trouve vraiment ça plaisant à lire, et on voit bien que ça va être de façon très graduelle, que tout va s'intensifier au fur et à mesure des tomes. Donc une histoire en 5 tomes, pour l'instant ça va, tout se passe bien, mais on sent déjà qu'à la fin de ce tome, va y avoir du grabuge. Troisième coup de cœur de cette vidéo, c'est Starving Revelation, et bah oui, sans surprise, hein, j'avais tellement adoré Starving Anonymous, je me suis jeté directement sur cette suite à sa sortie, et je vous en parle maintenant. Donc Starving Revelation, c'est l'histoire en fait qui va se passer dans le même manga de Starving Anonymous, sauf que c'est pas du tout les mêmes personnages. À l'heure actuelle des choses, dans le manga, toute la société est prête à donner sa vie pour un être divin. Sauf que voilà, on a notre héros, Hiroki, qui lui, bah, bizarrement, il n'arrive pas à se mettre en tête que oui, ça pourrait être une très bonne chose d'être mangé par cet être divin. Non, non, lui, il tient à la vie, en fait, il veut pas mourir comme ça. Je trouve ça très étrange, d'ailleurs. Malheureusement, bah, la société ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde trouve ça super de donner sa vie et espère d'ailleurs être l'élu qui va donner sa vie. Donc voilà, un peu les propos. Donc comme je l'ai dit, c'est l'univers de Starving Anonymous, mais c'est pas une suite directe, juste son univers est une suite. Donc si vous n'avez pas lu Starving Anonymous, pas de souci, vous pouvez totalement commencer par Revelation, et en plus il est excellent, donc faudrait vraiment pas faire l'impasse dessus. Et bien Starving Revelation, c'est vraiment une critique incisive de la société. C'est la pertinence et l'impertinence d'un propos qui mène vraiment à réfléchir. Cette fois-ci, le thème touche vraiment tout le monde, et en particulier la société japonaise, cette société où il n'est pas bon de faire des vagues, puisque notre jeune Hiroki, lui, ne veut pas mourir, et malheureusement, bah, ça va faire des vagues. Il ne suit pas ce que la société veut. Dommage. Donc encore un scénario très bien écrit, toujours avec finesse, une critique pareil qui passe, on la lit sans vraiment la lire, ça mène à réfléchir, on se pose beaucoup de questions, des situations qui sont vraiment intelligentes, enfin des choses de la vie de tous les jours transformées dans ce manga, ça renverse tout et c'est super.
Franchement, le manga est vraiment génial. J'ai rien d'autre à dire. J'ai vraiment adoré ce premier manga. C'est toujours aussi bien écrit. Alors, je ne sais pas vers où l'histoire va nous mener pour l'instant, mais ce que je ne doute pas, c'est qu'elle sera aussi excellente que la précédente série de ces 3 auteurs. Il était temps que je lise, et oui, c'est Golden Kamuy, le dernier tome, le tome 31. Après 7 ans de publication, voilà la fin de cette histoire. Et bien, sur ce dernier tome, ça va vraiment à 100 à l'heure dans ce train pour une dernière bataille pour nos héros. Et c'est vraiment très dynamique. On n'a pas le côté explicatif qu'on peut avoir de temps en temps sur ce dernier tome. C'est vraiment une bataille. On nous en met plein la vue. Et malheureusement, on va perdre quelques personnages en route. Mais voilà. Qui dit fin dit aussi une fin convaincante ou pas. Et ben, la fin pourrait rendre amer certains puisque en fait, tout se résume vraiment en un dernier chapitre. On a une bataille et un dernier chapitre qui nous dit bon bah voilà ce qui est advenu de chaque personnage. Alors je trouve que la fin est plutôt satisfaisante, mais un chapitre c'est quand même très rapide. Moi j'en aurais bien vu un de plus, histoire d'étaler un peu ça et de pas un peu rusher. Alors c'est pas non plus rusher, mais on pourrait faire mieux je pense. Au global, si je devais donner mon avis sur Golden Kamuy en entier, c'est une aventure palpitante, enrichissante, drôle et vraiment attachante. Je pense clairement que Ashirpa et Sugimoto vont un peu me manquer. Ils avaient chacun un caractère bien défini et il y avait des blagues récurrentes qui étaient très drôles et bah voilà. C'est la fin, on espère qu'on aura le prochain manga d'auteur, même si je sais que c'est pas du tout la même chose, on part sur un manga de sport. J'ai repris ma lecture de 365 Days to the Reading, donc le tome 2. Je vous en avais parlé dans le tome 1, j'avais trouvé que ça manquait un peu d'humour pour moi. Que le concept pouvait vraiment mener à quelque chose de très drôle. Donc le concept est simple, en fait. On va retrouver un jeune garçon qui est dans une agence de voyage et le siège décide de créer une boutique en Sibérie. Sauf que voilà, personne ne veut y aller et le siège a l'air partant pour envoyer les célibataires, puisque ils n'ont pas d'attache, ils peuvent très bien y aller. Sauf que voilà. Le jeune garçon de cette histoire ne veut absolument pas y aller et décide de créer un faux mariage avec une de ses collègues. Voilà, ce qui aurait pu être une histoire très poilante, ne l'est pas. C'est une comédie romantique et comme j'ai dit la dernière fois, c'est plus romantique que comédie. Donc j'ai bien aimé ce tome 2, même si je dois avouer que je suis assez surpris qu'on a déjà des sentiments entre les personnages. Ça va assez vite, mais malgré tout, heureusement, aucun des deux n'arrive à comprendre vraiment les sentiments de l'un et de l'autre. C'est assez subtil et c'est plutôt justement fait avec justesse. Et c'est ce réalisme en fait qui fait que on s'attache à ces personnages et que je me laisse emporter par l'histoire. Parce que du coup, ce qui aurait pu être un manga très drôle avec des personnages qui se trouvent dans des situations qui les met mal à l'aise, mais nous, ça nous aura fait énormément rire. Et non, pas du tout. Alors certes, ça reste drôle, mais ça aurait pu être tellement 10 fois plus drôle, mais du coup, je pense que c'est pas du tout le choix du mangaka. Il a préféré miser vraiment sur le côté romantique. Après, heureusement, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, comme je dis, c'est écrit avec justesse et réalisme, donc ça passe assez bien. Donc, ce second tome, en fait, m'a quand même convaincu de poursuivre ma lecture, puisque je trouve les personnages attachants, la justesse du scénario me donne envie de lire la suite, et puis, finalement, ok, c'est pas aussi hilarant que je le souhaitais, mais ça reste quand même un très bon manga. On continue avec un manga français et c'est Radiant, le volume 19. Super jaquette, comme d'habitude. Super colorisation. Alors, dans ce volume 19, j'ai bien aimé ce volume. Je trouve qu'il y avait un parfait équilibre, en fait, entre les moments d'action, les moments plus doux, et surtout les moments où les pions de l'échiquier s'avancent vers la bataille, qui va certainement faire rage dans le prochain tome. Au niveau des personnages, on retrouve toujours les mêmes, mais on a un nouveau Triton. Et Triton, je trouve qu'il a vraiment un design, d'ailleurs c'est lui, un design vraiment super cool, et surtout une personnalité très sympathique. Enfin, du moins, sympathique peut-être pas, mais moi j'aime beaucoup son caractère. En plus de ça, son histoire n'est pas forcément des plus joyeuses, mais j'ai passé un bon moment à sa lecture. Donc je l'avais dit dans mon achat manga, mais voilà, dans Radiant, il y a de plus en plus de personnages, et je dois avouer que parfois j'ai un peu du mal à resituer qui est qui. Enfin, c'est plutôt qui et quoi. Parce qu'on a une hiérarchie parmi les inquisiteurs,
Et des fois, je suis un peu paumé. Qui est en haut, qui est en bas, d'où viennent ces personnages, je ne sais plus. Bon, ça ne m'empêche pas d'apprécier une fois de plus ce tome. Qu'au global, j'ai bien aimé ce tome. J'ai trouvé que ça restait vraiment un parfait équilibre. L'humour de Tony Valente fait toujours mouche. Et puis les personnages sont toujours là, sont toujours très attachants. On est content de retrouver un peu de Alma dans ce tome et de voir aussi des personnages qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Donc voilà, Radiant pour l'instant c'est toujours aussi bon, j'ai rien de plus à dire, j'ai bien aimé ce tome et la suite va vraiment être explosif. On poursuit avec encore un manga français, il fallait que je rattrape mon retard sur Silence. Et oui, Silence, cette histoire qui pourrait ressembler au film Sans un bruit, sauf que là, c'est pas du tout la même ambiance. J'aime vraiment cet univers particulier, cette froideur à tâtons, sous suspicion, ce petit groupe qui rêve d'un endroit paisible où ils ne seront pas mangés par des monstres au moindre bruit. Sauf que voilà, parfois le rêve semble ne pas être une réalité. C'est vraiment cet aspect un peu dur du manga que j'aime. On espère tous qu'ils vont vivre heureux, mais je suis pas sûr que la fin soit si joyeuse. On verra. Enfin, on est très loin de la fin, moi je l'espère. En tout cas, ces deux tomes confirment mon amour pour le titre. J'aime vraiment son scénario, toujours autant ses dessins. Et ça fait vraiment mouche. Clairement, les dessins, c'est vraiment la patte graphique du manga qui fait qu'on a cette ambiance vraiment particulière. En plus, les personnages sont vraiment dignes d'intérêt. Ils ont chacun leur propre caractère. On se voit des caractères assez communs ou ce qu'on peut voir dans d'autres mangas. L'histoire ne déçoit pas et en plus, l'utilisation des monstres du folklore français, c'est vraiment un plus. J'aime beaucoup leur utilisation dans le manga, mais surtout apprendre à les connaître à côté. À chaque fin de chapitre, si un nouveau monstre intervient dans l'histoire, l'auteur nous raconte en fait la provenance de ce monstre et un peu la petite histoire qui va avec, et c'est super intéressant. Je ne connais pas du tout à l'heure actuelle le succès de ce manga, mais tout ce que je sais, c'est que ce manga est loin d'être mainstream, et pourtant il mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Alors on espère qu'il ne sera pas stoppé prématurément, et je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Si vous aimez les mangas français, celui-ci est vraiment très particulier. On poursuit avec Tsugai, le volume 2. Le premier tome m'avait vraiment convaincu, et j'avais vraiment l'impression de savoir où l'histoire allait nous mener. Et finalement, j'ai lu le second tome, et non, en fait, c'est plutôt l'inverse, je ne sais pas où on va. Et c'est très difficile pour moi de juger ce second tome, tellement le premier m'avait convaincu, mais surtout que le nom de son autrice, Hiromu Arakawa, résonne en moi comme la maîtresse du manga au féminin. J'avais tellement adoré Full Metal. Silver Spoon, j'ai beaucoup aimé, et j'avais commencé d'ailleurs à lire son manga autobiographique, mais j'avais dû m'en séparer, ça je vais remédier à ça et le reprendre. Et Arslan, dont on m'a conseillé d'ailleurs dernièrement de peut-être reprendre l'animé avant de me replonger dans le manga. C'est une bonne idée, je pense que je vais faire ça. Mais voilà, il est difficile pour moi de juger un peu ce manga parce que j'ai pas été très emballé par ce tome 2, mais j'ai pas non plus été déçu. Je me suis pas non plus ennuyé. C'était presque plat, une lecture un peu plate en fait. Faut dire que quand je parle de Hiromu Arakawa, j'attends ça. Et c'est toujours difficile pour un mangaka de réussir, après un manga qui va plaire à énormément de monde, qu'on peut considérer comme un chef-d'œuvre, de rester là, quoi. Et puis surtout, parfois, il faut du temps avant que son histoire arrive à atteindre le sommet. Donc voilà, ce second tome, ça a été, j'ai passé un bon moment, même si j'ai pas été super emballé. En fait, je sais pas, je suis un peu comme son héros, je suis un peu perdu dans ce monde. Je sais pas vraiment où on va aller, j'ai pas encore compris tous les enjeux, je suis un peu paumé. Pour l'instant, j'ai l'impression de pas savoir quel genre de manga j'ai à faire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai apprécié ce tome sans vraiment trouver ça hyper convaincant. J'ai déjà la suite, en fait, j'ai déjà les 2 tomes suivants, donc ils seront certainement décisifs, enfin, non, j'ai pas envie qu'ils soient décisifs, j'aimerais adorer ce manga, mais pour l'instant, je suis pas totalement convaincu. Et pour terminer ce bilan lecture, on va parler de Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Alors c'est un manga qui arrive à nous toucher par ses histoires, et pourtant ça pourrait nous sembler déjà vu. Et oui, parce que le nombre de fois où le harcèlement scolaire est abordé dans les mangas, c'est un nombre incalculable. Et si ce titre arrive en fait à nous toucher, c'est surtout parce qu'en fait,
L'un des scénaristes n'est d'autre d'une certaine façon que le personnage principal de cette histoire, le détective Imamura. Car tout au long de sa carrière, Hirotaka Abe a œuvré pour aider justement les jeunes étudiants harcelés dans leur école. Et c'est justement son vécu qui va incorporer dans le manga et qui fait qu'on va avoir un réalisme vraiment saisissant. C'est à la fois un manga mais aussi un documentaire, car on va suivre le détective Imamura qui va essayer d'aider des jeunes étudiants harcelés. Mais à la fin de chaque chapitre, Hirotaka Abe va nous parler en fait du phénomène de harcèlement. Il va nous en parler via des anecdotes ou des faits avérés sur le harcèlement au Japon. Ces moments séparés sont presque indissociables de la compréhension de l'œuvre, mais surtout de la société japonaise. L'histoire en elle-même arrive à convaincre et se laisse suivre sans trop de mal. Mais c'est en fait surtout les méthodes du détective Imamura qui sont très prenantes et on veut savoir comment il va faire, quelles sont ses méthodes. Dans ces deux tomes, on va voir une façon vraiment différente d'aborder la thématique du harcèlement et surtout comment cela affecte aussi bien la personne harcelée, les harceleurs et surtout les proches du harcelé. À la fin du second tome, on a un long postface de l'auteur qui nous dit voilà qu'il aurait aimé en raconter plus, en dire plus, comme si c'était la fin. Et c'est dommage d'ailleurs que l'édition Kurokawa n'ait pas fait une petite mention, un petit astérix pour nous expliquer que pourquoi il y a ce message, puisque en cherchant en très peu de temps, on découvre que le manga continue. Il y a bien eu un 3e tome de sortie au Japon, donc on l'a dans 2 pieds fermes chez nous. Mais c'est dommage d'avoir laissé ça, parce que on pourrait très bien lire ces 2 mangas et se dire voilà, c'est fini, d'autant qu'en effet, les histoires se concluent. En lisant ce manga, j'ai vraiment eu l'impression de mieux comprendre comment fonctionne la société japonaise et surtout dans les établissements scolaires. Comment la vie de pauvres étudiants peut basculer pour un rien. Je pensais déjà connaître la thématique et finalement ce manga m'en a vraiment appris plus et a réussi vraiment à me toucher par ses véracité, son réalisme. Je suis impatient de découvrir la suite et de voir où vont nous emmener ces 2 mangaka dans l'enfer vraiment du harcèlement. Donc vous l'aurez compris, j'ai passé vraiment un très bon moment sur ce manga. On en découvre un peu plus et c'est très intéressant. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire couper une vidéo le dimanche comme ci, comme ça. On va prendre un peu de repos. Et du coup, rendez-vous jeudi prochain, c'était Rio. Et je vous dis à la prochaine. Salut.